Vendredi 13 septembre 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans les actualités de ce jour, page économique pour commencer, l'exploitation des matières premières locales ainsi que la collaboration avec le secteur privé à la base de la promotion de l'industrialisation, laquelle constitue le deuxième pilier de la politique générale de l'État. C'est précisément la raison pour laquelle le ministère de l'Industrialisation et du Commerce donne la priorité à la participation active aux activités économiques de notre pays comme le FIA aux foires internationales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche qui regroupent des petites, moyennes et grandes industries. L'objectif étant de promouvoir ces dernières. Reportage signé Natera Koutmaouf et Nzar Khajiansou. À partir de la promotion des petites industries locales à travers le projet One District One Factory ou ODOF, il est possible de valoriser les matières premières. Ces matières premières sont également la base de l'industrie, a déclaré le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, et c'est pourquoi le ministère axe davantage ses efforts dans ce projet afin de promouvoir l'industrie dans le but de la mise en œuvre de la politique générale de l'État qui est la promotion de l'industrie. Les activités à cet effet incluent l'ouverture à différentes collaborations, mais aussi la participation à des activités économiques comme la FIA ou la Foire internationale de l'agriculture et de l'élevage, parrainée par le ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Les entreprises ayant bénéficié du projet ODOF y exposent leurs produits pendant 4 jours. Le but est de pouvoir montrer les produits qu'ils exploitent, leurs matières premières, mais aussi d'aider ces entreprises à trouver des débouchés. Ce programme ODOF qui favorise l'implantation d'unités de transformation dans chaque district consolide notre capacité à valoriser les matières premières locales à travers justement la possibilité et l'opportunité offerte à chaque district de produire, de créer de la valeur, on crée de l'emploi, on réunit également les conditions économiques au sein de chaque district. Nous comptons actuellement 82 PMI, PME qui ont déjà bénéficié de cet appui, avec une estimation à presque 1 millier d'emplois déjà créés sur les quelques années où cette initiative ODOF a été lancée, et donc une augmentation également de la valeur ajoutée des produits locaux de 10%. Nous attachons une importance particulière à la création de valeur ajoutée nationale. Je crois qu'un des objectifs principaux de cette industrialisation, bien évidemment, au travers de cette création de valeur, est de capter un maximum au niveau national et ne pas laisser filer les opportunités uniquement à l'international par l'exportation de matières premières brutes ou de produits absolument pas transformés au bénéfice, bien entendu, d'autres acteurs. Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce a dédié une place spéciale aux entreprises du projet ODOF lors de cette FIA 2024, notamment l'entreprise de transformation de tomates, l'Icopère d'Ambatojazak, la production d'huile, Nobel Fleurs d'Analavour, l'huilerie d'Indozorbé, Allo Chips de Betaf, Prica Chips de Bricaville, S2A, Chocolaterie d'Ambans, le fabricant de pâtes Allo Pasta d'Antanarif Avarajan, la fromagerie KSFM de Mouramang, la vigne Impalia d'Antirabé et l'entreprise de transformation de miel Ilo Project de Manzakanjin. Le ministère vise également à porter le taux de production industrielle au niveau du PIB à plus de 15%. Ensuite, Madagascar enverra 2 entrepreneurs en France pendant 2 semaines à travers le projet Résidence entrepreneuriale croisée Bâtisseurs africains 2024. Ils y œuvreront pour la promotion du climat des affaires à Madagascar. Reportage de route Christelle Rakoutmalel sous les images de Yves Jamel. Les jeunes entrepreneurs sont aujourd'hui confrontés à de nombreux problèmes pour démarrer leur entreprise, notamment le manque de financement ou encore la méconnaissance des réseaux internationaux pour pouvoir la développer. Raison pour laquelle un centre, en collaboration avec l'ambassade de France, a mis en place le projet Résidence entrepreneuriale croisée Bâtisseurs africains 2024, qui se base sur l'échange d'expériences entre entrepreneurs. À cet effet, des entrepreneurs malgaches de 20 à 40 ans et des entrepreneurs français échangeront pendant 2 semaines en France. Ces entrepreneurs malgaches bénéficieront de formations, d'ateliers pratiques et feront des visites d'entreprise. Ils auront également l'occasion de promouvoir le climat des affaires à Madagascar. Les entrepreneurs ayant une entreprise créée depuis au moins 2 ans, œuvrant dans l'industrie, l'économie bleue, l'informatique, peuvent envoyer leur candidature pour être éligibles dans ce projet.
Les 2 sélectionnés séjourneront en France du 27 octobre au 10 novembre. Richard Ramanambit, un ancien président de la délégation spéciale de la commune urbaine d'Antananarive, est décédé dans la soirée du jeudi 12 septembre à l'âge de 55 ans suite à des problèmes de santé. Depuis déjà quelques mois, Richard Ramanambit avait également été sénateur de Madagascar, figure influente de la plateforme IFI. Reportage de Mervoula Tsferen et Praz Denilson. En politique et président fondateur de la plateforme IFI, ou ici Kafikaman Amergamni Anjradzuel, l'IFI, qui s'est répandue dans toute l'île et regroupe des milliers d'associations soutenant le président Anjradzuel depuis 2018. Ramanambitana Richard avait également occupé divers postes élevés dans le pays. Il avait été directeur au sein de la CUA, sénateur de Madagascar, nommé par le président Anjradzuel pour la province d'Antananarive. Il avait été président de la commission culturelle du Sénat et ses dernières attributions avaient été celui de président de la délégation spéciale d'Antananarive. Il avait été nommé PDS d'Antananarive le 1er mars 2024 et avait démissionné pour des raisons de santé le 26 août 2024. Et il est décédé hier vers 19h30 à l'âge de 55 ans. Il a pris cette fonction à cœur et avait géré de manière professionnelle la capitale. Il avait fait preuve de courage pour changer et améliorer la gestion de la capitale de Madagascar, comme le prouve son slogan « Y arrive, y fou ». Richard Ramanambit était également un enseignant et avait été directeur de la communauté éducative IEFPA Assem. Par ailleurs, il avait été diacre au sein du temple FJKM de Fémorive, également membre du groupe de la fondation laïque de cette paroisse. Richard Ramanambit était marié et père d'une fille. Selon le programme établi par la famille, la dépouille de Richard Ramanambit quittera le parvis Analagale ce lundi 16 septembre à 10h pour rejoindre le temple FJKM de Fémorive où un culte se déroulera et son inhumation aura lieu à Tstakdazafion à Janville. Poursuivant dans le cadre de l'éducation, le taux de réussite au CEPE et à l'entrée en 6e à l'EPP Ankadinajin pour l'année scolaire 2023-2024 était de 100%. La réhabilitation de l'école au cours de cette année scolaire y a contribué considérablement selon les informations. Le projet a été réalisé grâce à un partenariat entre le gouvernement et le secteur privé et aujourd'hui, les 8 salles de classe construites par ce partenaire privé ont été inaugurées. Et Yves Janel nous en disent plus. Une fondation a entrepris la construction de 8 salles de classe et la réhabilitation du bâtiment au sein de l'EPP d'Ankadinajin en guise de participation à la RSE. En 1974, cet établissement devient l'EPP Ankadinajin alors qu'il était auparavant une annexe de l'école Gallieni. Aujourd'hui, 400 élèves y suivent des cours si auparavant, l'établissement ne pouvait en accueillir plus de 300, explique le directeur de l'école, Ranev Warsou Irinaseen. La fondation existe depuis 2018 et a pour objectif de contribuer au développement de Madagascar et particulièrement dans la construction ou la rénovation des écoles publiques. Pour Tana, c'est un partenariat avec la CUA et le MEN. Et c'est eux qui nous proposent les écoles qui ont les besoins les plus urgents de réhabilitation et ou de construction. On s'adapte toujours aux écoles, dans le sens où quand on vient dans une école, on aime bien faire jusqu'au bout. Pas juste venir et construire un bâtiment et repartir, mais vraiment construire peut-être. S'il faut construire, on construit. S'il faut réhabiliter, on réhabilite et on essaie de tout réhabiliter. Ici, on a réhabilité le bâtiment principal et le bloc sanitaire. Par ailleurs, la députée Irmar, élue dans le 2e arrondissement, l'Intrakoutmank, a offert des cartables si le gouvernement a remis des cahiers aux élèves de cette EPP.
Dans un tout autre sujet, le Foukountan d'Ampeflou est un modèle dans la gestion de déchets, notamment le tri de déchets, dans le cadre du projet Gesta ou gestion des déchets d'Antananarive. Cela fait moins de 3 mois que ce tri des déchets ménagers est mis en place et le changement de comportement des résidents d'Ampeflou a progressivement changé. L'objectif est de répandre ce mode de gestion des déchets dans d'autres Foukountan d'Antananarive. Mirvola Sferen et Braz Denilson. Environ 30 mètres cubes de déchets sont jetés chaque semaine par les habitants du Foukountan d'Ampeflou dans cette décharge, dont 12 mètres cubes de déchets biodégradables et 12 mètres cubes de déchets non biodégradables. En général, les habitants avaient déjà l'habitude de mettre leurs déchets dans des sacs plastiques, ce qui rendait plus facile la sensibilisation au tri des déchets ménagers. Sur les 192 Foukountan d'Antananarive, Ampeflou répondait aux critères exigés. L'objectif étant de changer le comportement des résidents sur la gestion des déchets. Le Foukountan d'Ampeflou est le Foukountan pilote en termes d'amélioration de la gestion des déchets dans la capitale. Il est envisagé d'étendre ce projet dans d'autres Foukountan d'ici la fin de cette année, a déclaré le directeur du projet. Dans les actualités sportives, demain se tiendra la 5e édition de l'événement sportif Extrême Combat au Palais des Sports et de la Culture de Mahamas. 5 pays étrangers y participeront. Cet événement est organisé par le club Lyon Force et le président de la République Ange Radouane soutient pleinement cet événement sportif d'envergure, notamment de la kickboxing qui s'inscrit également dans la promotion de la jeunesse malgache. Anzara Zanarvel et Filan Khakoudarsoul. La quasi-totalité des combattants étrangers et malgaches sont arrivés dans la capitale pour participer à l'événement sportif de kickboxing baptisé Extrême Combat 5e édition. Le soutien de tout un chacun, notamment des supporters et des dirigeants, est nécessaire et assurera en grande partie le succès du sport malgache ainsi que la promotion de la jeunesse malgache. La Fédération malgache de kickboxing, pour sa part, a déclaré que de telles compétitions sont importantes afin d'évaluer le niveau des combattants malgaches. Les amateurs du kickboxing se retrouveront donc au Palais des Sports et de la Culture demain pour l'Extrême Combat 5e édition. 25 combats seront au programme, dont 8 combats internationaux. Le combat le plus attendu est celui qui opposera les combattants malgaches Rasta et Mabele. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, l'ONU a condamné jeudi 12 septembre la mort de 6 de ses collaborateurs dans une frappe israélienne contre une école abritant des déplacés dans la bande de Gaza qui a tué selon elle 18 personnes au total, dont des femmes et des enfants. Reportage signé France 24. À l'hôpital Al-Aqsa de Der al-Bala, l'heure est aux adieux. Ce sont les derniers instants avec leurs défunts. Vient ensuite le temps des prières et enfin la mise en terre à quelques kilomètres de là, au cimetière Al-Zawaïda. Tous sont morts lors d'une frappe israélienne mercredi sur le camp de réfugiés de Nuseirat, au centre de la bande de Gaza. Une frappe qui a touché une école de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Elle avait été transformée en refuge pour quelques 12 000 personnes. Bilan, de nombreuses victimes, notamment des femmes et des enfants. Également 6 membres de l'agence onusienne. Réponse d'Israël, toujours la même, ce sont des terroristes du Hamas qui ont été visés. Lorsqu'une école n'est plus une école et devient un centre de commandement du Hamas, utilisé par les terroristes du Hamas pour planifier et exécuter des attaques terroristes contre nos troupes et contre notre peuple, ici dans l'État d'Israël, alors elle devient une cible légitime. L'État hébreu va même plus loin et accuse certains membres de l'ONU de faire partie du mouvement islamiste. Ce à quoi l'organisation répond. Nous ne sommes pas en mesure de le confirmer ou de le nier. Nous nous concentrons sur l'aide humanitaire. Ce qui est clair pour nous, c'est que personne dans ce conflit et que toutes les parties, et je dis bien toutes les parties, ne devraient jamais utiliser les infrastructures civiles comme un endroit d'où lancer des attaques, pour cibler des attaques. Aussi, l'absence persistante de protection efficace des civils à Gaza est inadmissible. De son côté, la communauté internationale a fermement condamné la frappe israélienne. Pour Paris, Berlin et Washington, il faut absolument protéger les humanitaires dans ce conflit. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, s'est dit lui scandalisé.
Ensuite, en France, Michel Barnier a promis que son gouvernement serait équilibré, représentatif, pluriel et que chacun y aura sa place en qualifiant de très amicales et très cordiales ses relations avec sa famille politique qu'il rencontrera aujourd'hui. Reportage signé France 24. Plus que quelques jours avant la nomination des futurs ministres, Michel Barnier persiste et signe. Son équipe ne sera pas composée uniquement de personnalités de droite. Je vais constituer le gouvernement la semaine prochaine avec des ministres sérieux et un gouvernement qui sera équilibré, représentatif, pluriel. Chacun aura sa place. Et puis après, il y aura du travail pour tout le monde. Pourtant, la gauche ne se bouscule pas à sa porte. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre socialiste, Karim Ouamran, le maire PS de Saint-Ouen ou encore Carole Delga, présidente des régions de France, chacun a d'ores et déjà exclu d'entrer au gouvernement. François Hollande lui-même en remet une couche. Il ne voit pas comment des socialistes pourraient accepter de devenir ministres. Pour Michel Barnier, deux options subsistent. On peut penser peut-être que des personnalités de la société civile qui ont un parcours fléché à gauche, qui ont peut-être parfois un mandat local, acceptent d'entrer dans l'aventure, ou que des personnalités anciennement de gauche, mais qui se sont éloignées de ce qu'est aujourd'hui la gauche, disent oui. Parmi les personnalités de gauche, une seule a pour l'instant indiqué rester ouverte à des propositions, l'ancienne ministre socialiste Ségolène Royal. Et pour clôturer cette édition Destination États-Unis, les salariés de Boeing ont lancé vendredi le coup d'envoi d'un vaste mouvement social pour bloquer la production du groupe dans la région de Seattle aux États-Unis. Ils rejettent la nouvelle convention proposée par l'avionneur américain en difficulté qui s'est dit engagé dans la poursuite des négociations. France 24. Explosion de joie dans les locaux du syndicat des ouvriers de Boeing après l'annonce du vote à une très large majorité en faveur d'une grève. Plus de 33 000 employés ont aussi rejeté la nouvelle convention collective proposée par la direction de l'avionneur américain. C'est une question de respect. Il s'agit de se confronter au passé et de lutter pour notre avenir. Nos membres ont rejeté la convention à 94,6%. La convention prévoyait une hausse salariale de 25% sur 4 ans et des investissements et l'engagement à construire le prochain avion annoncé pour 2035 dans la région de Seattle, la garantie de milliers d'emplois pour plusieurs décennies. Insuffisant pour les salariés qui réclamaient jusqu'à 40% d'augmentation de salaire. On a travaillé comme des chiens pendant si longtemps, on s'est battu pour Boeing. Boeing est une bonne entreprise, n'est-ce pas? C'est vraiment une bonne entreprise, mais il faut que ça fonctionne dans les deux sens. Je suis stupéfait, c'est phénoménal, autant de personnes capables de se rassembler. La plupart des grévistes sont employés à la fabrication de 3 fleurons de Boeing, les 747, les 737 MAX et les gros porteurs 777. La grève pourrait aggraver la situation financière d'un groupe déjà en difficulté, notamment depuis les crashs en 2018 et 2019 de 2 737 MAX et la succession de problèmes de qualité de la production. L'arrêt du travail a commencé dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit. Dans la foulée, la nouvelle direction, en place depuis quelques semaines, s'est dite engagée à poursuivre des négociations. La dernière grève remonte à 2008 et avait duré 57 jours. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre fidélité et tout de suite après, vous allez suivre l'émission Data avec Jean-Claude Adjiamalel. Et nous vous souhaitons également de passer un très bon week-end. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.